La délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la Maison familiale rurale de Pont-de-Vel et Radio Aléo présentent le podcast Antillenne des élèves de terminale Bac Pro Service aux personnes et au territoire. Le siècle dernier a notamment été marqué par la Seconde Guerre mondiale, le nazisme et l'antisémitisme. Face à l'occupation, certains ont choisi de résister, ce qui les a parfois conduits à être déportés, eux aussi, dans les camps de concentration. Peut-on se reconstruire après une telle épreuve ? Pour en savoir plus, nous accueillons Annie Dufy, fille et petite-fille de résistants déportés. Bonjour Annie. Bonjour Mandy. Votre papa avait 20 ans en 1940. Après son retour du chantier de jeunesse, il a décidé d'agir. Pour quelles raisons, malgré son jeune âge, a-t-il choisi de prendre des risques pour défendre son pays contre le nazisme et l'antisémitisme ? Donc il a participé au chantier de jeunesse, et il a eu une éducation paramilitaire, et c'est au cours de ce chantier de jeunesse qu'il a eu la décision de prendre l'idée de défendre son pays et d'être contre le maréchal Pétain. Et la première intervention qu'il a fait à l'âge de 20 ans, avec d'autres copains, ils ont manifesté dans les rues de Cluny et ils s'arrêtaient devant les portes à ceux qui voulaient suivre le maréchal Pétain en 1940. Avec un de ses amis, votre papa a participé à la création du maquis de Cru. Quel genre d'action faisait-il ? Alors, suite à ses engagements en rentrant du chantier de jeunesse, donc il a décidé de se cacher parce qu'il fallait, à son âge, partir au service du travail obligatoire. Et le service du travail obligatoire, le STO, c'était pour aider à fabriquer des armes chez les Allemands. Donc, ils ne voulaient pas faire ça, donc ils se sont cachés dans un petit village à côté de Cluny qui s'appelle Blanneau, à l'orée d'un bois. Et il y a un monsieur qui leur a laissé les murs de sa ferme et son exploitation. Donc au départ, ils étaient 4, 5 et à la fin, ils se sont retrouvés une soixantaine à se cacher. Ils ont participé doucement parce qu'il ne fallait pas faire de bruit, de savoir où est-ce qu'ils étaient cachés. Ils surveillaient surtout les lieux pour que personne vienne les trouver. Et autrement, pour travailler un peu, ils allaient dans la forêt. Et plus tard, dans les années 43, 44, là, ils ont commencé à recevoir du matériel par les parachutages et ils ont commencé à faire un peu plus de résistance, mais ils n'avaient pas d'armes, pour ainsi dire. Ils vivaient en camping, voilà, mais en camping très restreint. Votre papa a été dénoncé par des collabos. Il a été arrêté et déporté le 14 février 1944, quelques semaines avant son mariage. Quel a été son parcours avant d'arriver au camp de Mauthausen en Autriche ? Papa a bien été arrêté le 14 février avec mon grand-père, Benoît. Il y avait une liste, il y a eu 76 personnes à Cluny d'arrêtés. Ils les ont embarqués sur un camion à la commandanture. La commandanture, les Allemands avaient réquisitionné un hôtel, l'hôtel de la gare, à la sortie de Cluny, qui s'appelle maintenant la Table d'Héloïse. Ils les ont parqués à cet endroit-là et en fin d'après-midi, direction la Gestapo de Lyon. Il a été interrogé, il n'a pas trop mal été traité et après transféré à la prison de Montluc. Donc il s'est retrouvé avec son père à la prison de Montluc et quelques jours après, direction Royal-Lieu, le camp de Compiègne, où là, il est resté pendant 1 mois avant de prendre la direction de Mauthausen. Et il est parti avec 1500 compatriotes, dont la moitié des Clunysois sont partis en même temps que lui, le 23 mars 1944. Et arrivé à Mauthausen, j'ai apporté quelques photos, je vous ferai voir ça tout à l'heure. Il y avait un grand portail et une petite porte. On les faisait rentrer par la petite porte, de façon à ce qu'ils reçoivent des coups de schleie, des coups de bâton, pour mal les traiter en arrivant. Depuis le train qui les emmenait vers Mauthausen, votre papa a réussi à jeter une lettre à l'intention de votre maman. Cette lettre a réussi à lui parvenir et vous l'avez encore aujourd'hui. Que lui disait-il ? Papa, le 22 mars... trouve du papier toilette, un crayon de papier et il écrit cette fameuse lettre à maman. Et sur cette lettre, il marque, sans enveloppe, sans timbre évidemment, « Veuillez faire parvenir à mademoiselle Rouquet-Henriette, rue de la Digue à Cluny, ce document. » Et maman l'a reçu. On n'a jamais su quelle personne avait envoyé ce document, mais maman a eu le plaisir de recevoir cette lettre. Je vais vous en lire quelques lignes. Maman s'appelait Henriette. Ma chère Yette, quelques mots qui j'espère te parviendront malgré les difficultés que nous vivons. Je t'annonce notre départ pour une destination inconnue. D'après certains tuyaux, nous irons en Autriche. Mais cela n'est pas sûr. Enfin, attends une prochaine lettre avec courage. Pour moi, le moral est bon et la santé de même. Je pars avec papa et la moitié des Clunysois. Mon gamin chéri, j'aurais bien voulu avoir aussi une lettre avant mon départ. Mais hélas, le sort n'en a pas voulu. Sur ta carte, tu m'annonçais 4 colis. Nous n'en avons reçu que 3. 2 de linge et 1 de vivres. J'espère que tu es toujours en bonne santé ainsi que les tiens.
Si ma lettre te parvient, quand tu auras ma nouvelle adresse, écris-moi dans une lettre et mets-moi une photo de celle que je voudrais avoir auprès de moi. Ils nous ont tout pris, portefeuille, argent. Et tu sais, ma pensée ne te quitte pas. Mais une photo de celle que j'aime, au plus de monde, sera pour moi un trésor de captivité. 10 jours à Lyon, 1 mois à Compiègne, le temps passe. Et espérons la fin prochaine de ce calvaire, et qu'à nouveau je puisse te serrer dans mes bras, celle que j'aime le plus au monde. J'espère que cette séparation ne va pas durer, je pense à la maison et que souvent tu vois maman et que toutes les deux vous devez parler de nous. Nous, ici, nous faisons de même. Demain, au départ, sommes 1500 du camp et le reste pour la fin de semaine. Vous remercierez bien les amis pour ce qu'ils nous ont donné dans les colis. Cela nous a permis d'améliorer et d'augmenter l'ordinaire. Ma petite femme chérie, je vais terminer avec l'espoir que cette lettre te parviendra. Je te quitte, je t'embrasse de tout cœur. 1000 baisers de celui qui t'aime follement et pense sans cesse à toi. Embrasse bien maman pour nous deux. Encore une fois 1000 baisers et tendres caresses. Courage, on les aura. C'est le dernier document que ma maman a reçu. Après, elle n'a pas eu de nouvelles de son mari, pas de son mari parce qu'il devait se marier le 5 mars. Les dernières nouvelles qu'elle a eues de son fiancé. C'est une lettre très intime. Maman l'a gardée beaucoup. Elle voulait pas la présenter, mais maintenant que mes parents sont décédés, je la lis. C'est quelque chose de beau et c'est un amour que mes parents avaient entre eux. Un bel amour. La vie dans les camps de concentration était très difficile. Votre papa a passé 13 mois à Mauthausen. Vous a-t-il raconté les conditions de vie là-bas ? Eh bien, il m'a raconté plus ou moins certaines choses, mais il n'aimait pas parler de sa déportation à d'autres personnes que d'autres déportés. Mais il s'est trouvé que dans les années 60, il a retrouvé un ancien codétenu, un luxembourgeois, Jean-Pierre Even. Et ce monsieur Jean-Pierre Even était ingénieur de métier. Donc au camp de concentration, il avait un poste supérieur, il était mieux nourri. Et ce monsieur a pris d'amour et de sympathie mon papa. Quand il avait 3 patates, eh bien, il donnait une patate à mon papa. Donc ils ont été liés avec une grande amitié. Et quand ils se retrouvaient, ils parlaient de leur misère. Et c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses. Malgré que des fois, j'entendais, quand j'étais plus petite, j'entendais mon père hurler la nuit. Et le matin, je disais, maman, pourquoi papa il a crié ? Et mon papa faisait des cauchemars. Et maman me disait, t'es trop petite. Je te dirai ça plus tard. Mais il a fait des cauchemars longtemps par la maltraitance. Parce que quand il travaillait au camp, c'était la carrière. C'était monter les 186 marches avec une pierre sur le dos. C'était creuser des tunnels. Après, ces tunnels allaient servir comme atelier pour fabriquer les avions Messerschmitt. C'était le tri au tapis, sortir les gros cailloux des petits cailloux. Et si ça n'allait pas, le capot, c'est-à-dire le chef et le méchant, parce qu'on ne peut pas dire autre chose, tous les capots étaient méchants, il les battait. Un jour, papa a reçu comme on dit chez nous, une raclée. Ils lui ont cassé 5 côtes. Au bout des 5 côtes, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça s'est infecté. Pas de produits antiseptiques, pas de pansement. Il a fallu percer les abcès avec un couteau et un sac de papier ciment comme pansement. Vous imaginez la situation ? Vous voyez, ça, je l'ai appris plus tard quand il a parlé avec son copain de ce qui s'était passé. Dans les camps, il y avait le revire. Mais le revire, c'était un hôpital. Et celui qui allait au revire, soit il était soigné, soit on ne le soignait pas et on le passait à la chambre à gaz et on le passait au four crématoire. Donc lui, avec ses 5 côtes cassées et ses abcès, il n'a pas voulu aller au revire. Il est resté dans le camp à continuer de travailler malgré l'infection et la douleur. Dès son arrivée au camp de Mauthausen, votre papa a été séparé de son père. Il ne le reverra finalement jamais. Savez-vous ce qui lui est arrivé ? Oui, mon grand-père, quand il est arrivé, c'était la sélection. C'est-à-dire que celui qui était valide, il était considéré pour pouvoir travailler, celui qui était invalide. Et mon grand-père boitait, donc il était considéré comme invalide. Il a été retiré des rangs avec d'autres et emmené dans un château, le château d'Arthem. Et ce château d'Arthem, je l'ai visité aussi, mais dans ce château, déjà en 1930, on internait les personnes handicapées physiques et mentales. Donc ils l'ont emmené dans ce château, et dans ce château, il a été passé à la chambre à gaz et passé au four crématoire. Voilà. On n'a rien su. Et le pire des choses, c'est que ma grand-mère a attendu jusqu'au mois de septembre 1945. Elle l'attendait tous les jours, son mari. Et il avait été enregistré sur le nom de Benoît Alix. Benoît prénom, Alix prénom. Il n'était pas enregistré sur Alix Benoît. Et c'est qu'en septembre, d'après les disques, qu'on a retrouvé qu'il avait été assassiné et tué au camp de Mauthausen. Le camp a été libéré le 5 mai 1945 et votre père est revenu à Cluny le 21 mai. Il était très affaibli et le médecin était pessimiste sur son pronostic vital. Comment a-t-il trouvé la force de survivre ?
Eh bien, il a trouvé la force de survivre avec son mental, son envie de vivre et son envie de manger. Parce qu'il n'avait pas mangé où il était. Et ce qui s'est passé dans le quartier où ils habitaient, eh bien, les gens ont été généreux parce que ma grand-mère avait tout perdu. À Cluny, il y avait eu le bombardement du 11 août. La maison était bombardée, elle n'avait plus rien. Donc, elle était sinistrée. Alors, les gens étaient sympathiques et solidaires. La fermière lui donnait des fromages. Il y a une autre famille d'un petit village au côté, la famille Émorine. Ils l'ont pris en pension pendant quelques jours. Il leur a mangé un jambon. Le jambon d'un petit cochon en quelques jours, tellement il avait faim. La volonté de vivre, la volonté de vouloir se marier, parce qu'il adorait maman. Ils se sont mariés le 22 septembre 1945. C'était sa volonté, beaucoup de force de caractère. Ces 13 mois passés à Mauthausen ont laissé de nombreux traumatismes à votre papa. Quelles étapes a-t-il dû traverser pour arriver à se reconstruire et à construire une famille ? Comme j'ai dit, il avait une très forte envie de vivre, un fort caractère. En 1946, il a voulu emmener sa maman parce qu'elle voulait voir où son époux était décédé. Mais 1945, 1946, il retourne sur les lieux pour faire voir ce qui s'était passé. Il a emmené ma grand-mère, il a emmené d'autres veuves de Cluny. Ils ont fait le voyage en voiture aussi. Et il s'est reconstruit tout seul, par la volonté, par l'envie de vivre, par l'aide aux autres, parce qu'il y a des familles dont le papa n'est pas rentré. Il y avait 5 enfants, la maman était toute seule pour relever les enfants. Donc avec d'autres déportés, ils organisaient des balles, des enveloppes pour faire un peu d'argent, pour aider ces gens-là qui n'avaient rien et nourrir les enfants. En 1965, vous avez fait le trajet en famille pour visiter le camp de Mauthausen. Pouvez-vous nous raconter comment s'est passé ce voyage ? Votre père avait-il besoin de retourner là-bas pour se reconstruire ? Il n'avait pas besoin de retourner là-bas pour se reconstruire. Il voulait nous emmener, mon frère et moi. Nous sommes partis en voiture parce qu'il ne voulait pas faire le trajet ni en train. Il voulait gérer lui-même son voyage. Peur de rester encore une fois là-bas. 20 ans après, il avait toujours le traumatisme de rester dans ce camp. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il connaissait le camp de partout. Il nous a emmenés sur la place d'Appel. La place d'Appel, c'est là où les déportés, matin et soir, on les appelait par leur matricule. On les appelait pas par leur nom. Le matricule de papa, c'était le numéro 59 486. Fallait le savoir par cœur. Et si par hasard, le 59 487 répondait présent, 59 488 ne répondait pas. Il recommençait depuis 1 jusqu'à 59 000 et des poussières. Il y a eu jusqu'à 136 000 numéros d'appel. Vous imaginez, par l'été, la pleine chaleur, l'hiver, où il faisait très froid, les pieds dans la neige, avec simplement la tenue de déporté qui était un vulgaire pyjama, et des fois pas de chaussures. C'était un traumatisme pour lui. Et après, il a voulu nous emmener parce que du camp de Mauthausen, il a été transféré à Gouzen 2. Et à Gouzen 2, c'était un camp annexe de Mauthausen où il y avait des tunnels, où j'expliquais tout à l'heure, on allait fabriquer les avions. Les tunnels en 1965 étaient toujours en exploitation. Les propriétaires nous ont vus rentrer, parce qu'on est rentré dans la cour avec la voiture, et on est rentré à l'intérieur du tunnel. On avait amené un petit bocal pour ramener du sable, personne ne nous a rien dit. On a fait un voyage et ce jour-là, c'était le 20e anniversaire. Il y avait du monde, mais moi je me vois que nous 4, papa, maman, mon frère et moi. Je sais qu'il y avait beaucoup de monde, mais je ne vois que nous 4 à participer, à se faire ce voyage. Votre papa a subi le nazisme, l'antisémitisme et la déportation. Est-ce que cela a eu un impact sur la façon dont il vous a éduqué et sur les valeurs qu'il vous a transmises ? Eh bien, je vais vous dire que papa nous a transmis beaucoup de belles valeurs et surtout de l'amour à ses 2 enfants. Et ce qu'il nous répétait tout le temps, il voulait pas que ça recommence. Si ça recommençait, il n'aurait pas supporté que ses enfants subissent ce qu'il avait subi lui. Même une fois plus tard, il m'a dit, tu sais, si c'était reproduit, je crois que vous aurez tous tué et je me serais supprimé après pour éviter de vivre ce que j'ai vécu. Votre père a beaucoup témoigné sur son histoire. En quoi cela était important pour lui ? Il n'a pas témoigné, papa. Il parlait de sa déportation avec les autres déportés, mais il n'a jamais été dans les écoles. Les déportés ont commencé de témoigner dans les années 70-80, et papa est mort en 81, donc il n'a pas témoigné. Par contre, il participait à l'amicale de Mauthausen, et cette amicale de Mauthausen, elle est nationale. Elle organise des voyages chaque année avec des jeunes étudiants comme vous. Si un jour vous avez envie d'y aller, vous me demandez, je pourrai prendre contact avec vous. Ils ont une exposition qui circule, qui est une exposition permanente, la vie des camps, la part visible des camps. Donc vous pouvez la faire venir à la MFR. C'est pareil, si vous avez besoin, vous me demanderez. Aujourd'hui, vous continuez de transmettre son témoignage. Quel message souhaitez-vous que les jeunes retiennent ? Eh bien, je ne vais pas vous obliger vous toutes, puis personne, à parler de cette histoire qui est moche, mais je ne veux pas qu'on oublie la mémoire.
La mémoire, c'est vous maintenant, parce que moi, c'est pareil, je suis une grand-mère. C'est cette jeunesse-là qu'il faut participer et faire savoir ce qui s'est passé, ne surtout pas oublier. Respecter cette mémoire. Merci Annie pour ce témoignage très émouvant qui nous a permis d'en savoir plus sur la Seconde Guerre mondiale, l'horreur du nazisme et de la déportation. Merci à vous. Mais je veux rebondir quand même sur les 2 petits témoignages qu'on a eus tout à l'heure. Sachez que dans les camps de concentration, les homosexuels étaient marqués. Comme les déportés, ils avaient le triangle rouge, les déportés politiques, mon père avait le triangle rouge, mais les homosexuels avaient le triangle rose. Et dès qu'on voyait un triangle rose se promener à travers le camp, s'il y avait une personne qui aimait pas, c'était pas la joie pour lui. Voilà, j'en terminerai avec ça et je vous remercie.